Alors on peut tout d'abord rappeler l'importance qu'a la forêt dans notre région. D'un point de vue quantitatif, déjà presque 1 million d'hectares, c'est un quart du territoire. Et d'un point de vue qualitatif, de multiples enjeux sont présents et de nombreux services sont offerts par la forêt. On peut parler de biodiversité en région centre. La forêt accueille une grande diversité. On peut parler du site Sologne Natura 2000, qui est le plus grand site terrestre européen. On peut parler évidemment d'économie avec la production de bois de qualité réputée pour la région centre et de nombreux services dont jouit la société, le paysage, les loisirs, et aussi certaines formes de protection, que ce soit par rapport à l'érosion des sols. Donc il y a de multiples enjeux et je vais surtout insister sur le dernier, très important dans notre contexte et pour notre étude, c'est que la forêt permet d'atténuer le changement climatique grâce à son rôle dans le cycle du carbone. La forêt permet de séquestrer tout d'abord le carbone lorsqu'un arbre pousse, tout simplement, dans le sol également. Lorsque l'on produit, selon une gestion durable, un matériau bois, on le stocke dans un usage, dans une charpente, donc des dizaines d'années. Et enfin, le matériau bois permet quand même de substituer à certaines énergies fossiles, non renouvelables, ou certains matériaux, on va dire, plus énergivores et moins vertueux. Alors évidemment, tout cela ne vaut que si la vitalité de la forêt est bonne, et depuis quelques années, on s'inquiète. Tous les forestiers de la région sont inquiets sur cette vitalité. Alors les dépérissements ne sont pas nouveaux. Depuis une vingtaine d'années, on voit des dépérissements, notamment en chêne. Mais là, depuis quelques années, on va dire qu'il y a 3 indicateurs qui s'allument un peu en rouge. D'une part, les surfaces de peuplement concernées par les dépérissements ou des mortalités sont en augmentation. Premier indicateur. Deuxième indicateur, la liste d'essences affectées ou la liste d'essences qu'on peut qualifier comme vulnérables augmente. Et enfin, dernier indicateur, et pas le moindre, c'est qu'on s'aperçoit que l'impact sur la gestion forestière, l'impact sur les programmes de coupe notamment, est fort et la gestion forestière est bouleversée. Alors pour illustrer ça, 3 graphiques. On voit très bien ici, grâce aux données que nous fournit le DSF par les observations des correspondants observateurs, que le nombre de signalements de problèmes liés au changement climatique, donc des problèmes liés à la sécheresse, à la chaleur, à l'excès de chaleur, ou des problèmes de dépérissement qui sont multifactoriaux, sont en augmentation, et en fait on voit certains pics, alors en nombre, mais aussi en gravité, ce que vous voyez en rouge sur le graphique, et on voit que ces pics sont à la fois liés à des problèmes climatiques, des sécheresses notamment, avec quelquefois un petit décalage, mais surtout que ces pics sont de plus en plus importants. Et je préciserai surtout pour ce dernier pic l'importance et la nouveauté un petit peu que l'on a observé d'avoir 3 années consécutives sèches qui ont vraiment un impact, c'est-à-dire que les arbres n'ont même pas le temps de se remettre d'une sécheresse, qui doivent subir 3 sécheresses de suite. Et on voit encore aujourd'hui les conséquences en 2021. Donc je vous parlais d'une hausse des signalements, une hausse de surface, mais je vous parlais également aussi d'essences de plus en plus concernées. Je suis allé un petit peu vite tout à l'heure sur les essences nouvelles qui sont concernées. Sur le chêne pédonculé, c'est quelque chose que l'on observe depuis très longtemps. Là, ici, ce sont encore des données du DSF, mais qui concernent plutôt le réseau systématique. Ce sont des cassettes que l'on observe tous les ans. Et en gros, on observe la transparence des pieds. Donc vous avez 2 petites photos ici qui vous indiquent en haut qu'un arbre a une transparence, enfin en tout cas une perte, un déficit foliaire de presque 0%, donc il n'y a pas trop de soucis. Et on commence à s'inquiéter vraiment, et on parle de dépérissement quand un arbre a environ 50% de perte foliaire. C'est la petite photo. Et sur les graphiques, en fait, c'est la part du orange et du rouge qu'il faut regarder. Et on voit donc que le chêne pédonculé, c'est pas nouveau, il est en moins bonne santé depuis quelques temps, depuis une vingtaine d'années à peu près, avec aussi des pics que l'on peut associer à des problèmes climatiques. Par contre, on voit ici que sur les essences les mieux représentées de notre région, le chêne cécile par exemple, ou le pin sylvestre, on avait déjà des petits pics qui n'étaient pas très inquiétants, mais on voit que finalement la part du rouge, depuis les 2-3 dernières années, deviennent problématiques. Et on commence à se poser des questions, d'autant plus que les chênes, ça représente quand même plus de la moitié de la surface dans notre région, donc l'enjeu est majeur. Sur la liste d'essences actuellement touchées, on peut ajouter le châtaignier par les problématiques, le pin sylvestre, on l'a dit, et en plus s'ajoute à ça des problèmes là pour le coup biotiques, pas forcément toujours liés au changement climatique, mais
le palarétio, le frêne sont eux touchés par des pathogènes et augmentent cette liste d'essences qu'on va juger vulnérable. Je vous parlais de conséquences sur la gestion. Pour la forêt privée ici, mais pour la forêt publique, c'est également le cas. La gestion d'une forêt privée est encadrée par un document, un programme de coupe, ce qu'on appelle un plan simple de gestion, qui est approuvé par un établissement public, le CNPF. On peut y déroger dès lors qu'on fait la demande d'un modificatif, en tout cas d'une demande de coupe, que l'on appelle d'urgence ou extraordinaire, et vous voyez ici l'évolution de ces demandes pour notre CRPF, c'est-à-dire les régions Île-de-France-Centre. Et vous voyez que la hausse est continue, correspond aussi à des hausses liées à des crises sanitaires, entre autres. Et on voit que l'évolution est continue et montre bien que la gestion est bouleversée. Alors, on essaie déjà de mettre en place des pistes d'adaptation. On pense avoir certaines certitudes, certaines choses, et on arrive à mettre en place pas mal de choses au niveau de la gestion. La première certitude que l'on a, je ne vais pas m'apesantir dessus puisque ça fait l'objet d'un volet, c'est tout d'abord de préserver les sols. Par contre, on peut parler de surveillance, ça c'est un point important. Si on veut anticiper des crises, il faut surveiller un petit peu mieux nos peuplements. Donc, vous avez vu des graphiques issus du département santé des forêts. Mais dans la gestion aussi, il faut surveiller ces arbres. Le meilleur moment pour surveiller ces arbres, finalement, c'est quand on marque une éclaircie, puisqu'on regarde les pieds. Et finalement, la diminution des rotations entre coupes permettra cela. Il ne faut plus passer 20 ans sans aller voir ce qui se passe dans sa forêt. Et donc, on vous conseille de venir plus souvent, de couper peut-être un petit peu moins, mais plus souvent. Et puis, il faut former tous les acteurs forestiers, les propriétaires, les gestionnaires, à cette observation. Donc, on a des protocoles qui existent. Il faut former toute la filière à cela. On sait qu'il va falloir diagnostiquer plus finement nos sols, nos stations. En fait, la station au sens large, c'est le climat plus le sol. Il faut intégrer le climat dans notre diagnostic. On a quand même une diversité de sols et de climat dans la région. Et en fait, il faut se dire que c'est une chance. Il faut réussir à en tirer parti, mais pour ça, il faut bien le diagnostiquer. Et il faut ajouter la notion de risque et de vulnérabilité dans ce diagnostic. C'est-à-dire que jusque-là, on avait plutôt des diagnostics, c'était oui-non, c'était assez binaire, c'était censé adapté oui ou non. Et en fait, il faut intégrer plutôt des notions de vulnérabilité et de risque, qui sont les notions les plus pertinentes lorsqu'on va faire une incertitude. Et donc, on essaie de développer ce genre de choses par divers outils. Et enfin, on compte aussi sur la sylviculture. Les forestiers ne renient pas l'intérêt de la sylviculture. La sylviculture pour améliorer la consommation, on va dire, par les arbres dans la forêt, en baissant peut-être les densités. Un autre levier très important, c'est le renouvellement des peuplements. On sait qu'on ne renouvelle pas assez de peuplements. Donc une forêt vieillissante, c'est une forêt qui est plus fragile. On sait très bien aussi que lors du renouvellement des peuplements, on a des mécanismes d'adaptation génétique très importants. On sait aussi que si l'on veut orienter vers un mélange ou vers un changement d'essence, c'est le meilleur moment pour œuvrer. Donc on sait qu'on a une marge de manœuvre grâce à la sylviculture, mais on est aussi conscient que cette marge de manœuvre semble-t-il assez limitée et que finalement on ne pourra pas utiliser la sylviculture pour des situations de vulnérabilité très élevées, et que ce sera plutôt à réserver aux situations de marge où l'essence est presque en place ou pas loin d'être en place. Par ailleurs, on sait qu'on a d'autres pistes d'adaptation pour lesquelles, pour le coup, on a encore des questions. On a des questions pour toutes les autres aussi, mais là, vraiment, c'est plutôt le début. On l'a vu tout à l'heure, on a quelques essences dans la région. On n'en a déjà pas beaucoup, puisque déjà 60% quasiment de la surface, c'est quasiment des peuplements de chênes spécifiques, finalement. On a une grande importance du chêne. Et en plus, on l'a vu, le nombre d'essences sur lesquelles on peut compter se restreint d'année en année. On sent bien qu'il faut qu'on diversifie nos approches, on sent bien qu'il faut qu'on diversifie nos peuplements, il faut qu'on augmente le nombre d'essences, le panel d'essences que l'on peut proposer. Et donc, on a besoin à la fois peut-être de faire de la migration assistée. On l'a vu, par exemple, au chêne pubescent, on remonte doucement vers nous. Peut-être qu'il faut accélérer le mouvement et faire de la migration assistée, mais aussi introduire sans doute de nouvelles essences, tester de nouvelles essences. Donc, je l'ai dit le mot, il faut tester aussi de nouvelles essences, en même temps que l'on introduit aussi des essences un peu plus sûres dans la gestion. Mais pour ça, on a vraiment besoin d'une articulation avec la recherche meilleure,
simplement parce qu'on sait très bien que quand on expérimente, on a des résultats sur au moins 10 ans. Et donc, il va falloir être efficace, mieux se coordonner. Et là, vraiment, on a besoin de toi, Brigitte. Alors, pourquoi expérimenter et quand expérimenter aussi? C'est-à-dire que tu nous as montré là, Jérôme, ces graphiques avec le chêne pédonculé avec une diminution de son feuillage et puis le chêne sessile qui finalement s'en sort pas si mal. Mais qu'est-ce qui va en être dans le futur? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer ou pas? Et c'est là où, en effet, les modèles de compatibilité climatique, par exemple, peuvent nous renseigner pour aider le sylviculteur à se projeter dans le futur et mettre en place des solutions. Si on prend le cas du chêne sessile dans la région, actuellement, vous voyez toute cette partie en vert, on voit qu'il est complètement compatible. Mais qu'est-ce qui va en être en 2050 avec un taux d'émission de CO2 tel qu'il est actuellement, un RCP 8.5, eh bien on voit que les choses commencent, ne serait-ce qu'en 2050, donc c'est demain pour les chênes, à devenir un peu plus critique. On voit du rouge apparaître, montrant que, eh bien, climatiquement, le chêne n'est plus tant que ça à sa place. Et si on se projette un peu plus loin pour l'homme, mais dans la jeunesse du chêne, en 2070, on voit bien que là, pratiquement toute la région est en rouge et que le chêne sessile ne serait plus à sa place. Donc, il faut vraiment prendre en compte ces évolutions et se projeter aussi dans le futur. Et se projeter comment? Se projeter par l'expérimentation et diversifier les approches. Tu l'as dit, ça aussi, c'est essentiel de diversifier les approches, aussi bien en sylviculture que en génétique, avec les ressources génétiques. On peut compter sur des adaptations locales à la plasticité des espèces. C'est quelque chose sur lequel on compte largement, puisque 80% de la régénération, que ce soit en forêt publique ou en forêt privée, se fait naturellement, donc avec les espèces en place. Elle peut se faire aussi en aidant des espèces qui sont plus thermophiles à migrer. Ici, dans la région, on a eu introduction, par exemple, du chêne tausin. On en trouve pas si loin d'Orléans, qui a été introduit pour les Tuileries, mais qui est de bonne venue. On peut introduire, comme tu disais aussi, du chêne pubescent, et avec ces chênes, avec le chêne sessile, les chênes pédonculés qui sont en place, c'est des cousins germains, et ils peuvent se reproduire, échanger des gènes et permettre aussi l'adaptation du chêne sessile et du chêne pédonculé. Donc ça, c'est la migration avec des provenances, des origines qui sont plus sèches et qui viennent aussi potentiellement de zones plus chaudes. La deuxième solution, la troisième même, c'est, comme tu le disais, d'expérimenter de nouvelles espèces. Nouvelles espèces qui peuvent être déjà présentes de manière minoritaire dans la région, ou présentes dans les futurs climatiques de la région centre. Et ça encore, les modèles vont nous aider à identifier ces espèces. Le pin maritime, si les gels diminuent, parce qu'on a quand même ce problème-là, si les gels diminuent, eh bien le pin maritime peut être une bonne option, par exemple. Et puis, ouvrons les horizons. Il y a des espèces sur le pourtour méditerranéen qui pourraient nous être très utiles aussi, des espèces que l'on a en Espagne, en Italie, en Turquie, qui sont dans le même cortège faunistique et floristique, donc avec les mêmes évolutions et coévolutions avec les pathogènes que l'on pourrait introduire progressivement en forêt. Mais diversifier, oui, mais pas diversifier en prenant des risques. Il faut bien avoir conscience, tu en parlais, de ces risques, et c'est quelque chose d'essentiel et que nous ne perdons pas de vue. C'est pour ça qu'on propose d'expérimenter, mais d'expérimenter à 3 vitesses, sur 3 jambes. À la fois des dispositifs de type expérimentaux, avec plein d'espèces, plein de provenances. On arrive à des dispositifs avec des répétitions, mais peu d'individus.
Donc on va avoir une réponse sur le court terme pour le végétal, l'arbre, mais plus long terme pour l'humain. À 10 ans, on aura les premiers résultats, même au bout de quelques années, 2-3 ans, les taux de survie qui vont nous intéresser grandement. Mais ça, c'est des tests peut-être plutôt à réserver à la recherche et à la R&D. Si on veut pouvoir aider le gestionnaire, il faut qu'on fasse des tests à une grandeur un peu plus supérieure, avec plus d'individus. 16 individus, on ne dit pas grand-chose. Et là, on passe sur des tests de comportement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mener nos dispositifs sur 30 ans, mais par contre, on va moins regarder d'espèces. On va regarder 8 espèces et une seule provenance. Mais on va pouvoir faire des mesures fines parce que là, on va avoir 250 individus et des mesures qui vont être bien plus importantes jusqu'au moins la première éclaircie. Et enfin, comme le climat, vous savez, il va très très vite, beaucoup plus vite que la migration, beaucoup plus vite que les arbres, pour la plupart, ne peuvent s'adapter. Eh bien, il faut qu'on expérimente avec le gestionnaire. Et ça, c'est notre deuxième jambe à la R&D, c'est-à-dire que, et c'est un grand changement, c'est-à-dire expérimenter à la fois avec la recherche et à la fois avec les gestionnaires. Et là, ce que l'on propose, c'est de mettre en place des parcelles d'1 demi-hectare, mais là avec une seule espèce, en prenant le moins de risques possible et en traçant tout ce que l'on fait. Ne pas confondre non plus vitesse et précipitation. C'est quelque chose d'essentiel pour le forestier qui prend de grands risques avec sa forêt et encore plus avec les changements climatiques. Donc il est essentiel de tracer toutes les informations. Il faut savoir ce qu'on plante et où on le plante. Il faut être en capacité de le suivre avec des protocoles de mesure simples quand il s'agit d'îlots d'avenir, un taux de survie, un taux de croissance, comme c'est les fait classiquement par les gestionnaires, ou aussi des suivis écologiques. Est-ce que mon espèce que j'ai introduite, ma provenance que j'ai introduite, est-ce qu'elle se révèle pas invasive par des racines traçantes, au moment de la reproduction, on sera peut-être plus là pour le voir, et encore, il y a des espèces qui se reproduisent assez tôt, à 15-20 ans pour certains pins. Eh bien, il faut qu'on voit si les graines ne vont pas trop loin et n'envahissent pas. Il faut à la fois qu'on ait des espèces qui soient en capacité de se régénérer naturellement, parce que c'est ça la gestion patrimoniale de nos forêts, mais il faut qu'elles puissent coexister avec d'autres espèces et pas envahir complètement le massif forestier. Il faut recueillir les informations. Et c'est là où on a vraiment un travail ensemble à faire. Recherche, développement, gestionnaire, mais aussi forêt publique, forêt privée. Et on a vraiment ce travail continuité à faire et mutualiser nos expériences. Ça, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Merci. Alors, si je comprends bien, le plan de bataille, c'est un peu le suivant. Il va falloir qu'on trouve des terrains pour installer ces tests. Alors, effectivement, plutôt dans le cadre d'îlots d'avenir, par exemple, en s'adressant à des gestionnaires, aux propriétaires. Pour ces terrains-là, je n'ai pas trop d'inquiétude parce que je sens bien que tous les acteurs de la filière sont conscients de ce besoin et sont demandeurs même de ce genre de choses. Donc, par contre, bon, il faudra trouver aussi des financements pour accompagner quand même cette prise de risque. Parce que, voilà, on parlait d'essences qu'on ne connaît pas trop, ou alors, on les connaît mais pas dans notre région et selon les sols. Et donc, il va falloir avoir des financements, s'assurer aussi, donc pour la prise de risque, mais s'assurer aussi, j'imagine, que la qualité de plantation, de travail du sol soit bonne, parce que si on veut voir si c'est uniquement le climat, il faut éliminer tous les autres facteurs. Il va falloir les protéger du gibier, qui est quand même très présent dans la région. Donc, il va falloir aussi trouver des financements. Il va falloir également qu'on organise tout ça, notamment vis-à-vis des pépiniéristes. Généralement, eux, ils sont prêts à produire des plants un peu atypiques, d'essence un peu atypiques, mais il faut qu'ils soient sûrs de pouvoir les vendre et les mettre en forêt. Donc, il faudra qu'on fasse le relais pour assurer cette distribution et j'allais dire, rassurer les pépiniéristes par rapport à ça. Au niveau technique aussi, j'imagine qu'il faudra un minimum cadrer. Donc, j'ai
j'ai l'impression que tout est fait, puisque les protocoles sont prêts, donc on pourra proposer des itinéraires un peu classiques pour pouvoir comparer les choses et travailler aussi avec des entrepreneurs de travaux forestiers qui feront des travaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, de qualité. Point important, donc, dans ce plan de bataille, ce sera si j'ai bien compris, de bien référencer toutes les informations, collecter les données, et voire prendre des mesures. Est-ce que c'est à peu près ça la ligne de conduite? Voilà, tracer, expérimenter. On n'en est pas à développer sur l'ensemble du territoire des plantations massives. On parle de demi-hectares, hein, ou d'expérimentations encore vraiment plus fines, hein, et peu nombreuses. Il faut qu'on joigne à la fois des expérimentations fines et des choses plus classiques, mais qui auront la possibilité de se démultiplier pour tester des conditions pédoclimatiques nombreuses, ce que l'on ne peut pas faire avec des projets de recherche. Et tout ça, ça va nous permettre un certain nombre de choses. Ça va nous permettre d'améliorer les connaissances sur les espèces, parce que finalement, on ne connaît pas forcément énormément de choses, et on a des différences au sein d'une même espèce entre les provenances. On voit des différences de croissance. Il faut qu'on améliore nos connaissances sur les conditions d'élevage. Les pépiniéristes sont prêts à prendre des risques sur des espèces un petit peu atypiques, mais des espèces qu'ils connaissent par ailleurs, peut-être en ornementation, dans l'ornemental qu'ils produisent pour cette filière-là, mais pas forcément des espèces plus forestières. Donc là, on va avoir besoin aussi d'accompagner, de donner des protocoles. On va apprendre sur la croissance de ces espèces, sur la sylviculture qu'il va falloir mener sur ces espèces. Le chêne de Hongrie ou le chêne zéen va forcément besoin de la même sylviculture qu'un chêne sicile. Et puis, on va apprendre, je le disais aussi, sur la reproduction sexuée et asexuée, hein, la reproduction végétative, et voir si les espèces se reproduisent bien, premièrement, mais pas trop. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut qu'on améliore aussi l'approvisionnement en graines de qualité, parce que là, ça risque d'être un goulot d'étranglement. Il faut savoir que le climat agit aussi sur la reproduction et qu'on n'est pas les seuls en France à avoir des problèmes de dépérissement en forêt et que d'autres pays européens ont les mêmes soucis et on va avoir les mêmes besoins. Donc là aussi, il va falloir partager à une échelle peut-être supérieure que la région centre. Et puis, il va falloir partager les données pour avancer ensemble. Et je crois que ça, s'il y a deux mots qu'il faut retenir, c'est diversifier les approches, les espèces, la sylviculture, et il faut partager et faire ensemble.